Vous vous rattrapez correctement. Donc l'histoire se poursuit alors que Zia retourne au camp des soldats accompagné par Gourban qui décide de l'aider en faisant une petite diversion, en faisant un spectacle devant tous les soldats. Et on se rend compte d'un truc assez tôt dans l'épisode, c'est que l'organisation de cette petite armée de garde est pas aussi affreuse que ce que ça laissait entendre au début. Ce qui me refait poser la question pourquoi ils sont pas allés direct leur demander des renseignements plutôt que de la jouer infiltrée, tout ça. Ça reste très con pour moi ce truc-là. Mais bon, l'organisation est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a un magistrat qui gère un peu tout ça et un capitaine. Le magistrat en question, c'est Li Shuang, donc le type qui essaye de retrouver, qui a un passe avec le père d'Esteban. À nouveau, je trouve que ça sert à rien ce truc-là, mais bon, et qui est plutôt gentil, hein, qui est sage dans ses décisions, etc. Et à côté de ça, il y a le capitaine, qui lui est plutôt du genre gâchette facile et envieux, un peu ripou, tout ça. Ouais, il est pas très subtil comme personnage de méchant de passage, mais j'ai le sentiment qu'il est seul dans son délire et que les soldats ne font qu'obéir aux ordres. Donc, si ça part là-dessus, ce sera déjà une bonne chose par rapport aux autres fois. On va pas avoir de groupe de bandits ou autre chose du genre qui vont faire leur rire sardonique. Ce sera seulement lui. C'est déjà ça, hein. Après, pour l'instant, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de créer de méchants dans l'histoire que ça veut raconter. Pour l'instant, en tout cas. Enfin bon, c'est pas trop mal l'organisation de la chose. Enfin bref, pendant la diversion de Gourban, Zia s'infiltre. Au début, c'est pas trop mal, puisqu'il y a un peu de tension. Est-ce qu'elle va se faire repérer ou pas? Elle finit par se faire repérer d'une façon complètement débile qui gâche un petit peu le moment. C'est-à-dire, il y a Pichou qui l'aperçoit et qui gueule son nom. Gia! Gia! Tu es là! Gia! Gia! Non! C'est dommage, vous gâchez l'attention là. Vous gâchez l'attention. Donc ouais, elle se fait repérer à cause de ça. Elle se fait un peu capturer par les hommes du capitaine, mais heureusement elle parvient à parler à Li Shuang qui est beaucoup plus sage. Donc et elle le convainc assez vite parce qu'elle a le talisman des cités d'or à nouveau sur son cou. Donc grâce à ça, elle peut lui parler, elle lui raconte la situation, elle lui explique tout et elle fait d'une part en sorte que le dragon d'or leur soit rendu, et d'autre part que Esteban et Tao soient libérés des travaux forcés vers lesquels ils se rendaient. Donc ouais, toute cette intrigue-là n'amène pas à grand-chose. Je dis, ah mon dieu, ils vont faire des travaux forcés, ça va être horrible. Non, ils s'en sont libérés juste après, quoi. Je sais pas, c'était bien à peine de faire un petit suspense par rapport à ça pour que ça mène absolument à rien. Je trouve, mais bon, dans un sens, je suis plutôt content parce que ça casse un petit peu le moule stéréotypé feignant dans lequel on n'arrêtait pas de voir nos personnages. Va pas y avoir Tao et Esteban seuls dans leur coin pendant une grosse partie de l'intrigue, c'est déjà une bonne chose, je vais pas me plaindre. Enfin bon quoi, ils leur racontent leur histoire. Donc Li Shuang prend ça plutôt bien, il y croit facilement. C'est très sobre comme réunion. C'est-à-dire que ouais, il leur apprend pas particulièrement grand-chose, à part que le père d'Esteban est passé et qu'ils se connaissaient. Mais ils en disent pas plus. Ah, ouais, c'est pour ça que je me dis, ouais, c'est juste pour faire ça, ça sert à quoi d'évoquer le fait qu'il a connu le père d'Esteban? C'est juste pour dire, ah, ouais, je l'ai connu, il était sympa. Ah, je suis désolé qu'il soit mort, tu me l'apprends. Ah, là, oh. Voilà, donc c'était 30-40 secondes autour de ça et on s'en fout. Ça sert absolument à rien dans l'intrigue. Je sais pas, je trouve ça complètement superflu personnellement. Enfin bref, il décide d'aller au temple du coin parce que oui, il y a un temple dans le coin. J'y viendrai pendant que j'y pense sur le coup. Gourban, en revenant dans sa tribu, tombe sur la nef en chemin. Et donc la nef, qui je le rappelle, est sur place, ne peut pas bouger à cause de la tempête de sable. Et apparemment pour la faire décoller, un des trucs principaux à faire, c'est de nettoyer le sable qu'il y a sur le pont. Bizarre, je ne vois pas en quoi ça aide particulièrement. Est-ce que ça absorbe l'énergie solaire par le pont? C'est ça, je trouve ça un peu bizarroïde sur le coup, mais ouais, ils peuvent pas bouger, et au bout d'un moment, Gurban rameute toute sa troupe. Et voilà, tension, est-ce qu'ils vont les attaquer? Ils sont un peu suspects et suspicieux par rapport à ce que c'est que cette chose-là, parce que oui, il faut reconnaître que c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours, donc
pas grand chose à en dire, quoi. Ça amène un début de quelque chose. Est-ce que ce sera bien par la suite? On verra, voilà. Donc, pendant ce temps-là, il y a Li Shuang qui amène nos trois jeunes héros dans une espèce de cave secrète. Cette espèce de cave assez jolie contient notre piédestal en auricalque sur lequel il y a quelques petites manipulations à faire, c'est-à-dire poser le dragon d'or, donc voilà à quoi il servait apparemment, et mettre en place les deux porteurs des talismans du soleil de façon à ce que ils insèrent leur talisman et que ça actionne quelque chose. Au passage, c'est juste un petit truc qui me fait légèrement tiquer depuis le début de cette saison 2, c'est que apparemment, tous les trucs à actionner avec les talismans se font seulement avec la partie lune. C'est-à-dire la seule partie lune qu'ils ont sur leur cou, Esteban et Zia, parce que le reste du talisman, c'est ce qui représente le soleil, le petit cercle qui est censé compléter le talisman, ne sert absolument à rien dans tous, je dis bien tous les mécanismes qu'ils ont rencontrés. Et c'est un peu bizarre parce que ça a quand même servi, hein, cette partie-là de leur médaillon avant. Mais là, non, à aucun moment donné, ça leur sert. Et j'ai le sentiment que la série a complètement oublié ça, quoi. Ça n'existe plus, ces trucs-là. Donc, techniquement, Mendoza est censé toujours posséder ces deux morceaux-là, mais on n'y fait plus du tout allusion depuis le début de cette saison 2, et je sais pas, un petit détail, quoi. Est-ce que ce sera remis sur le tapis à un moment donné? Je trouve ça un peu bizarre et un peu chanceux qu'à aucun moment on ait besoin de la totalité du médaillon pour actionner quoi que ce soit. Voilà, de petits détails, c'est pas grand chose, hein, c'est histoire de dire. Bref, ils actionnent le mécanisme du piédestal, ce qui fait qu'ils sont pris dans une espèce de faisceau technologico-magico truc-muche qui les amène beaucoup plus bas sous terre, là où Tao ne peut pas les suivre. Et ils sont obligés de faire face à une espèce de labyrinthe qui s'ouvre à eux, un labyrinthe en auricalque ou en or, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas dit précisément ça. Et donc avant de venir à ça, j'aimerais parler rapidement de Tao, qui brille une fois de plus par son chauvinisme un petit peu, mais surtout par son côté imbu de lui-même, qui, je pense, le dessert un peu... Je veux dire, il est frustré de ne pas pouvoir les accompagner. C'est tout à fait compréhensible et logique. Je réagirais un peu pareil, je serais frustré, j'aimerais être avec eux, avec mes amis, dans l'épreuve qu'ils traversent. C'est logique. Par contre, la façon qu'il a de le formuler, je trouve ça vachement égocentrique, mais d'une force. Je veux dire, ouais, ils peuvent rien faire sans moi, ils ont besoin de moi, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. À aucun moment donné, il dit précisément, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de les aider. Il tient toujours à dire, c'est moi qui me charge de ci, c'est moi qui me charge de ça, ils sont rien sans moi, ils sont perdus sans moi, comme ça. Waouh! Ça n'aide pas ce que vous voulez faire passer. Ce que vous voulez faire passer, c'est qu'il a envie d'être avec eux pour les aider. Et c'est une bonne chose, mais il pouvait pas formuler ça de façon un peu moins égocentrique. Dire qu'il a envie d'être avec eux, envie de les aider, plutôt que de tout rapporter à lui. Moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça. Je sais qu'il avait un petit côté vantard dans la saison 1, hein. C'est pas non plus quelque chose qui sort de nulle part, je suis totalement conscient de ça. Seulement, c'était pas un stade aussi élevé. Et je veux dire, sérieusement, les remarques qu'il fait quand il se vante, ça devient limite condescendant par moment. C'est-à-dire, je suis au-dessus de tout le monde presque. À quelques moments, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut insinuer quand il parle. Et c'est un peu gênant, c'est un petit peu gênant. Je comprends les commentaires de la personne qui dit qu'on a fichu en l'air le personnage de Tao, parce que c'est vrai que vous exagérez le trait sur les caractéristiques, ces caractéristiques négatives. Et c'est un peu... ça n'aide pas le personnage de faire ça. Enfin bref. Pendant ceci, il y a Esteban et Zia qui font face donc à un drôle de labyrinthe doré qui s'ouvre à eux, un peu par magie, technologie, tout ça. Et alors c'est assez intéressant
Ils essayent deux, trois méthodes. Il y a Esteban qui utilise un truc très intelligent. Tiens, on va mettre des petites marques au sol pour savoir se repérer. Mais ça marche pas puisque au bout d'un moment, les murs du labyrinthe finissent par retomber et donc ils sont en fait forcés de rebrousser chemin et de sortir du labyrinthe qui se réouvre à eux. Donc Zia essaye une autre méthode qui ne marche pas puisque les murs se retombent à chaque fois. Et donc à chaque fois ils sont ramenés au point de départ. Et donc il y a un petit mystère par rapport à ça. Et donc Zia décide, ok, on va réussir, il faut absolument qu'on sache comment faire ça. Et donc, alors qu'ils entrent une nouvelle fois dans le labyrinthe et que les murs recommencent à tomber, Zia se dit, on reste là, on bouge pas. On devrait pas fuir. Nous sommes les porteurs des médaillons du soleil. Et, et ouais, alors c'est badass de ta part, Zia, hein, vraiment, mais et tu te rends compte de ce qui se passe si tu te trompes. Vous crevez, écrasés comme des merdes, hein. C'est ça ce qui se passe si tu te trompes. Et bien entendu, ça termine sur un cliffhanger. Oh mon dieu, est-ce qu'ils vont y survivre? Oh, est-ce qu'on va passer tout le reste de la saison 2 et la saison 3 sans Esteban et Zia parce qu'ils seront morts? Oh mon dieu, mais quel suspense! Je me demande bien ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher son plan? Wouah! Oh! Oh punaise, vos cliffhangers. Yes. Alors, donc bien entendu, le plan d'Ia va marcher, ils vont découvrir un truc. Donc Zia se dit, ah, ce serait cool que ce soit à une autre cité d'or tout de suite, comme ça on n'aurait pas à se faire chier le reste de la saison pour la trouver. Bien entendu, non, ça va être autre chose hein, qu'ils vont trouver. Évidemment, parce que c'est toujours à la fin qu'on trouve la cité d'or. Et c'était correct, c'est tout à fait correct comme épisode. Ça, c'était déjà mieux que l'épisode précédent où ça semblait partir dans les clichés, les stéréotypes de base, les poncifs qu'on nous sort depuis le début de la série. Là, ça semble faire un truc un tout petit peu moins dans les sentiers battus que ce qu'ils font d'habitude. Même si bon, ça reprend des trucs assez classiques du genre, mais voilà. C'était cool à ce niveau-là, le passage avec le labyrinthe, Zia et Esteban était sympathique. Ouais, le méchant capitaine n'a pas l'air très subtil et on sent qu'il va un peu faire chier le monde juste pour amener un petit peu de conflit. Mais je sais pas, ça m'a pas l'air très intéressant. Li Shuang passe correctement, il dégage rien de particulier. Et en dehors de ça, bon, ça, les événements se passent sans être mauvais. Donc voilà, c'est un épisode tout à fait correct. On verra ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 17. Bye.